transport et la pérennité. Merci Stéphanie, merci beaucoup, merci pour cette invitation pour présenter donc l'expérience tunisienne, les avancées tunisiennes en matière de transport et développement durable. Je suis très heureuse d'être parmi vous dans le TCC Week pour la deuxième année successive. Ça, c'est un honneur pour moi et pour le ministère des Transports. Merci. Alors, je vais vous présenter donc notre stratégie de mobilité urbaine pour faire un système de transport durable et à faible empreinte carbone. Next, please. Alors, je vais commencer par quelques chiffres clés de l'état des lieux. Le secteur des transports en Tunisie est le premier consommateur d'énergie et il est le second émetteur des gaz à effet de serre après l'industrie. Next, please. Pour penser le futur, on a donc deux choix, soit ne rien faire, le scénario be as usual. Dans ce cas, donc, on aura une croissance des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 67 à 68% à l'horizon de 2030 et 2050. Ou bien donc on adopte un scénario climat ambitieux qui vise donc à réduire ses émissions de l'ordre de 34 et 32% entre 2030 et 2050. Mais comment parvenir à faire ceci? Il faut donc promouvoir les transports collectifs, notamment le mode ferroviaire, diminuer la part donc de la voiture particulière avec le transfert des passagers vers le transport en commun, promouvoir l'utilisation des voitures et des bus électriques et promouvoir les modes de déplacement actifs. Next, please. Comment y parvenir? Il y a des facteurs clés de réussite. Donc, je vais énumérer 4 facteurs qu'on voit que c'est vraiment nécessaire pour arriver à nos objectifs. Il faut avoir principalement une stratégie claire et qu'elle soit validée, une appropriation à grande échelle de cette stratégie, des réformes structurelles à engager et enfin des fonds nécessaires à mobiliser. Pour le premier facteur clé, il y a la stratégie donc claire et validée. Donc, next, on parle ici de la stratégie de la politique nationale de mobilité urbaine durable. Suivant, s'il vous plaît. La stratégie donc claire et validée, c'est la politique nationale de mobilité urbaine durable. Je vais vous présenter rapidement les grandes étapes clés de cette démarche. En 2015, comme vous le savez, donc il y avait le lancement de l'initiative Mobilize Your City à l'occasion de la COP de Paris. Le ministère des Transports donc elle a adhéré volontairement en 2016 à cette initiative. En 2018, on a donc organisé les Mobilize Days pour annoncer le démarrage de l'élaboration de la politique nationale de mobilité urbaine et avoir cette appropriation à grande échelle. En 2020, il y avait la validation de la politique nationale de mobilité urbaine à travers via un conseil des ministres le 7 mai 2020. Et donc, au mois d'avril, jusqu'au 1er avril 2022, on a organisé le forum de mobilité urbaine dans lequel on a présenté les avancements des actions prioritaires de la PNMU et puis donc les actions futures pour atteindre donc les objectifs ambitieux d'aller vers un système de mobilité urbaine durable. Next, please. Les objectifs stratégiques de la PNMU, en bref, c'est la maîtrise de la croissance de la voiture particulière, la réduction des émissions des gaz à effet de serre, donc dues au transport en milieu urbain, l'amélioration de la qualité de l'air en milieu urbain aussi, la promotion de l'accessibilité urbaine, puis l'amélioration de la sécurité routière, des conditions de mobilité des usagers les plus vulnérables, les femmes et les personnes à mobilité réduite, l'amélioration de l'offre, donc des modes de déplacement alternatifs à la voiture et enfin la maîtrise du coût de la mobilité pour les citoyens et pour l'État aussi. Next.
Cette politique nationale de mobilité urbaine repose sur 9 axes stratégiques, à commencer par l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des capacités et le financement, avoir un financement urbain pour la mobilité urbaine, puis la restructuration et la réorganisation de tous les secteurs du transport public urbain parce qu'il y a beaucoup de défaillances et il y a beaucoup de gisements d'amélioration. Par la suite, on veut assurer une meilleure articulation entre transport et urbanisme, une meilleure coordination entre ces deux départements et les stratégies émanant de transport et de l'urbanisme pour avoir une cohérence globale de l'espace urbain. Ensuite, la maîtrise du développement de la voiture particulière, qui est un objectif très ambitieux pour nous. La promotion et le développement de l'utilisation des modes actifs pour la mobilité, promouvoir une mobilité urbaine plus sûre, propre et inclusive, et enfin développer les solutions numériques de la mobilité urbaine, la smart mobilité. On a toute une stratégie pour ça. Le deuxième facteur clé de réussite, c'est l'appropriation à grande échelle. Comment avoir cette appropriation à grande échelle? Next, please. Donc, on a associé, dès le départ, on a impliqué tous les intervenants dans toutes les phases de l'élaboration de la PNMU, de la mise en œuvre, de la priorisation des actions. Il y a une coordination avec les différentes structures clés et la prise en considération des avis et des propositions de tous dans un esprit de co-construction pour que chaque intervenant et chaque structure trouve ses ambitions, trouve ses objectifs, trouve ses contraintes dans le nouveau système, le nouvel environnement de mobilité urbaine. Il y a aussi l'implication de la société civile. On a opté pour une information à grande échelle des moments phares de la politique nationale de mobilité urbaine pour que tous soient sur la même longueur d'onde d'information. Et enfin, on communique toujours autour de la PNMU pour avoir le retour d'avis, le retour d'expérience, l'implication surtout à l'échelle locale des différents intervenants. Next. Le troisième clé maintenant de réussite, c'est l'engagement des réformes structurelles. En Tunisie, on a engagé des procédures de création de nouvelles institutions de gouvernance de la mobilité urbaine parce que changer l'environnement et le système de mobilité urbaine nécessite des réformes fortes. Là, on est en train d'engager et de poursuivre les procédures pour créer à l'échelle nationale 2 entités clés qui sont la Commission nationale de mobilité urbaine, c'est une instance de haut niveau composée des ministres et des hauts niveaux de responsables qui a pour objectif un portage politique fort de la PNMU et ainsi que l'ensemble des réformes qui sont proposées. La deuxième structure, c'est l'unité technique d'accompagnement central, ce qu'on appelle l'UTAC. C'est une unité qui va accompagner et le ministère des Transports et les collectivités locales et les différents intervenants pour dans cette démarche de mise en œuvre de la politique nationale de mobilité urbaine dans tous ces aspects techniques, renforcement des capacités, financement des études. Donc c'est vraiment le levier pour la mise en œuvre de la PNMU. D'autres structures locales sont en train d'être créées, des autorités métropolitaines de mobilité urbaine pour les grandes agglomérations et des directions de mobilité urbaine pour les agglomérations les plus petites. Next, please. Voilà, la dernière clé de réussite, c'est l'engagement des fonds nécessaires parce que toutes ces réformes, ils ont besoin de fonds. Voilà, en Tunisie, on est en train de finaliser, d'approfondir les options, next please, de création du fonds de mobilité urbaine qui va être un mécanisme de financement pérenne pour la mobilité urbaine. Et puis, on opte aussi pour la coopération avec nos partenaires internationaux tels que la GIZ là, et tous nos partenaires internationaux qui nous soutiennent d'ailleurs et qui sont très, très actifs sur la mobilité urbaine à Tunis et en Tunisie. Et on cherche aussi à avoir accès pour les financements verts pour le climat qui vont nous aider à atteindre les objectifs de la PNMU.
On a beaucoup de défis, on a beaucoup de contraintes à surmonter. Essentiellement, les défis donc, urgents actuellement, c'est la création de l'unité technique LUTAC. Comme j'ai dit, c'est cette unité qui va donc, être le levier de mise en œuvre de la PNMU. La création aussi du fonds de mobilité urbaine qui va nous permettre d'avancer dans les actions et le plan de travail qui est tracé et le renforcement des capacités. Un axe très, très important, c'est le renforcement des capacités de tous les intervenants dans l'environnement de la mobilité urbaine et à l'échelle centrale, mais aussi à l'échelle locale et des collectivités locales. On a beaucoup de contraintes, je vais en citer quelques-unes. Donc, la conjoncture sanitaire dont tout le monde souffre et souffrait, donc, et a causé beaucoup de retards cumulés, des glissements des plannings de travail, malgré donc, nos avancements, mais il y a un glissement des plannings. La conjoncture économique du pays, il y a une grande difficulté pour la mise en place et la création de nouvelles structures. Et puis la conjoncture donc, internationale et des difficultés qu'on a présentées pour l'accès notamment au Fonds vert pour le climat. Voilà, on a une opportunité pour la COP27, la 27 qui sera en Afrique, une opportunité pour communiquer à l'échelle internationale autour des politiques de transport durable et à faible empreinte carbone. C'est une occasion pour engager plus la communauté donc, internationale à s'aligner en termes de politique luttant contre le changement climatique. C'est un moment, à mon sens, crucial pour mettre en place des modalités d'accompagnement des pays africains, surtout pour réaliser des avancements en matière de stratégie et engager des indices plus ambitieuses pour lutter contre le changement climatique. C'est aussi une occasion pour mettre en place des mécanismes faciles pour l'accès au fonds vert pour le climat, parce qu'on a, d'après notre expérience, vraiment les procédures sont un peu compliquées et complexes pour y accéder. Et enfin, ça serait une très belle opportunité pour rassembler les acteurs du monde entier autour de la thématique climatique. Voilà, donc je vous remercie et je suis à votre disposition pour toute question ou complément d'information. Merci Fatia, c'était bref et rapide, mais aussi très exhaustif, qui souligne la stratégie exhaustive que poursuit le gouvernement tunisien. Donc, posez vos questions dans le chat. On va revenir à Fatiha plus tard. Maintenant, passons à notre représentatif de Cameroun, qui est un ingénieur du ministère du Développement urbain, qui va partager la stratégie sur le transport avec vous. Bonjour, merci. Merci pour la parole. Je voudrais d'abord dire toute ma fierté d'être là aujourd'hui avec toute la communauté des planificateurs des transports urbains. Pour dire que le Cameroun a depuis longtemps mis en œuvre et mis en place sa politique nationale de mobilité urbaine, dont je vais vous présenter les grandes lignes. Je voudrais d'abord qu'on passe par l'état des lieux de la mobilité urbaine au Cameroun, parce que pour élaborer une vraie politique de transport urbain, il fallait bien partir de l'état des lieux. Ensuite, on va voir les grandes lignes de ce PNU et les implications pour les collectivités territoriales décentralisées, notamment les communautés urbaines et les communes. Et enfin, je vous parlerai des principales avancées qu'on a eues depuis l'adoption de ce document et les principales contraintes qui s'opposent à nous. OK? Prochain slide, s'il vous plaît. Il faut dire que la mobilité urbaine au Cameroun est marquée par un contexte caractérisé par une forte urbanisation, tant sur le plan démographique que spatial. Les villes s'étendent de plus en plus et ça induit donc, en termes de quantité et en termes de volume notamment, et en termes de durée de déplacement,
un certain nombre de contraintes. On a beaucoup de déplacements et automatiquement, ça apporte des contraintes énormes au développement des villes qui sont le siège des principales activités économiques de notre pays. Parce que l'architecture urbaine du Cameroun présente un certain nombre d'agglomérations. Yaoundé, Douala, c'est des villes qui ont plus de 3 millions d'habitants. Nous aurons d'ici 2030 près de 6 villes qui auront plus de 500 000 habitants. Voilà donc déjà ce qui marque le contexte de la mobilité au Cameroun. Il faut également noter que nous avons au niveau de la montée fulgurante du désordre urbain, parce que ce qui dit activité, dit organisation dans un système où l'essentiel de l'économie est informelle. Il y a donc un désordre urbain qui apporte des contraintes à la mobilité urbaine. Enfin, il faut noter qu'on a des infrastructures dont la conception est beaucoup plus tournée vers la circulation automobile et qui, ma foi, ne tient pas toujours compte des aspects liés à la mobilité douce. Et ces infrastructures sont pas assez entretenues au regard des contraintes financières de l'État. Next. Alors, vous avez là quelques images de ce que c'est que bouger, se déplacer dans nos villes, parce que malgré le soutien de l'État, malgré les subventions publiques, l'inadéquation entre la demande de déplacement et l'offre de transport, qui est essentiellement artisanale, a conduit à l'émergence de ce que vous voyez là, les mototaxis, les taxis jaunes et les cargos, les petits bus qu'on appelle cargos, qui font les liaisons entre le centre-ville et leur périphérie. Voilà un peu planter le contexte de la mobilité urbaine au Cameroun. Maintenant, fort de cela, les pouvoirs publics, accompagnés par les partenaires de développement, ont entrepris de mettre en place une véritable politique de mobilité urbaine, dont je vais vous présenter les grandes lignes. Next, please. I'm still waiting, please. OK, je l'ai déjà dit, il faut changer de paradigme pour l'émergence d'une vision globale de la mobilité urbaine. C'est-à-dire qu'on ne va plus se limiter aux infrastructures, mais appréhender la question de la mobilité dans toute son entièreté afin qu'on puisse avoir une mobilité pour tous, un meilleur cadre, un environnement assaini des populations en milieu urbain et une réduction des dépenses publiques et privées dans les déplacements de nos concitoyens. Mais également, aller vers et booster le changement des comportements de nos concitoyens. Next, please. Bien, que sont donc les mobilités urbaines? La politique nationale de mobilité qui a été élaborée au Cameroun est d'abord découle de la vision nationale de la ville. C'est une ville inclusive, une ville libre, une ville résiliente, une ville durable. Elle est basée sur des objectifs clairement identifiés et des indicateurs vérifiables et mesurables. Et elle a été élaborée dans un cadre participatif, aussi bien du diagnostic jusqu'à la co-construction de la vision nationale. Please. Alors, je vous présente quelques indicateurs sur lesquels est adossée notre politique de mobilité urbaine. Il y a d'abord l'indicateur général d'accessibilité avec des objectifs d'ici 2030 que nous devons atteindre. Vous avez les indicateurs de congestion. Vous avez les indicateurs de partage modal parce qu'on veut aller vers moins de véhicules particuliers. Vous avez les indicateurs d'accès au transport public. Vous avez les indicateurs de l'accessibilité en termes d'abordabilité, je peux dire.
sur le plan essentiellement financier. Et puis, vous avez donc les indicateurs d'émissions de gaz à effet de serre, avec comme ambition de les réduire considérablement d'ici 2030. Next, please. En plus de ces indicateurs, ces objectifs, on a engagé environ, disons, 4 principales mesures stratégiques pour atteindre ces objectifs. C'est de renforcer la gouvernance de la mobilité urbaine, c'est d'améliorer le financement de la mobilité urbaine, c'est de restructurer et moderniser le transport public, et enfin, c'est de tirer avantage du développement technologique dans le secteur du transport urbain. Next, please. Alors, tout cela dit, ça c'est la vision nationale. Maintenant, il faut dire qu'à l'échelle des villes, la politique de mobilité urbaine est les collectivités, notamment les communes. Donc, la vision nationale a intégré une plus grande responsabilité des communes. Ce sont les maires qui sont chargés de mettre en œuvre la politique nationale de mobilité urbaine au niveau local. Et ça passe par d'abord un changement de paradigme. Il s'agit pour ces maires de passer de toute infrastructure vers la préhension de la mobilité urbaine dans toute sa globalité. Parce que jusqu'à présent, certains élus pensent que c'est de faire les routes, c'est de faire des voies de circulation, c'est ça qui résout le problème. On a constaté que ce n'est pas ça. Il faut voir les services lui-même, il faut voir la mobilité douce. Donc, ça, c'est la responsabilité du maire. Et se doter au sein des collectivités de services de transport dédiés à la circulation et à la mobilité. Pas comme aujourd'hui, on a en fait des services techniques qui s'occupent essentiellement des questions de voirie, d'hygiène et puis en annexe des transports, notamment du stationnement. En plus de cette responsabilité forte, il faut également noter que cela n'est possible que si les collectivités impliquent une large coalition locale autour de la mobilité. Il s'agit d'intégrer, d'intéresser, de consolider avec les acteurs comme les usagers, la société civile, les services déconcentrés de l'État et les forces de maintien de l'ordre. Alors, nous avons, la PNU a indiqué qu'il faut mettre dans chaque communauté urbaine une commission locale de la mobilité, créer les conditions qui permettent à tous créer des mécanismes qui permettent à tous ces acteurs de participer aux questions, aux décisions qui affectent la mobilité. Next. Alors, quel est le chemin parcouru jusqu'à présent? Il y a eu quand même des avancées. Déjà, il faut noter qu'après l'adoption de la politique nationale de mobilité urbaine, pour nos 2 principales agglomérations, Yaoundé, la capitale du pays, et Douala, la capitale économique, ces 2 villes se sont dotées de plans de mobilité urbaine soutenables, qui aujourd'hui est leur boussole en matière de mise en œuvre de la politique locale de mobilité. Les bailleurs de fonds suivent également. La Banque mondiale et l'Agence française de développement accompagnent ces 2 villes dans les études d'avant-projet de leur réseau Bus Rapid Transit, BRT, qui est le réseau capacitaire qui a été pris comme priorité pour résoudre les questions de mobilité. On a également sécurisé des financements, toujours des partenaires au développement, pour certains aménagements clés dans les villes de Yaoundé, Douala et même d'autres communautés urbaines. Une feuille de route est également en cours d'approbation pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de mobilité urbaine soutenable dans toutes les 14 communautés urbaines que compte notre pays. Ces avancées ne cachent pas quand même les difficultés. D'abord, on a les difficultés qui sont liées aux contraintes budgétaires de l'État. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, l'État n'est plus à même de prendre tout en charge. L'emprunt est vertigineux et donc il y a des contraintes budgétaires. Il y a également des difficultés qui sont liées à la gestion de la transition vers ce système que nous rêvons tous. Parce qu'il faut dire qu'en attendant la mise en œuvre de la politique nationale de mobilité urbaine, les questions présentes se posent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour se déplacer? Tous ces projets BRT ne sont envisagés que d'ici 2025-2026. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On a cette contrainte, on a impliqué les gens pour faire un diagnostic,
proposer des solutions, mais on n'a pas de financement pour des actions à court terme, ce que j'ai appelé les Quick Win Solutions, qui permettraient de consolider cette confiance en ces documents de mobilité urbaine. Il y a également la faible mobilisation du secteur privé. Le secteur privé a de la peine à suivre parce que dans l'imagerie, les transports urbains, c'est essentiellement déficitaire. Or, aujourd'hui, on sait que les grandes infrastructures, les grands programmes, ça ne peut se faire que dans le cadre d'un partenariat public-privé. Donc, on a cette difficulté à mobiliser le secteur privé. Et enfin, la qualité des ressources humaines dans les collectivités, même dans les administrations centrales. On a des ingénieurs, des urbanistes qui ne sont pas toujours formés aux questions de mobilité. C'est un challenge que nous avons espoir de relever rapidement dans le cadre de la feuille de route qui est en cours d'approbation. OK? Eh bien, voilà, c'était donc de résumé de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je pense qu'on peut aller dans les détails tout à l'heure lors des échanges. Merci de votre bienveillante attention. Merci. Merci de ces aperçus sur votre politique nationale de mobilité urbaine. Et je pense qu'il y a un certain nombre de parallèles avec la Tunisie. Ensuite, j'aimerais passer à notre représentant de Cap-Vert du ministère de mobilité. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous et de parler de notre plan d'action sur la mobilité électrique. Je pense que la présentation va arriver. Merci. Donc, prochain chart, s'il vous plaît. On va procéder à un aperçu rapide sur notre programme national sur l'énergie pérenne. On va parler sur le plan d'action, sur la mobilité électrique, ainsi que sur le projet de soutien NAMA, promotion de véhicules électriques au Cap-Vert. Donc, notre programme national sur l'énergie pérenne, dans le cadre d'un programme plus exhaustif sur la transition d'énergie, afin d'arriver à une énergie sûre, efficace, pérenne, sans avoir à se fier sur les carburants fossiles. Donc, nos objectifs sur l'énergie renouvelable, assez ambitieux. On s'attend à une transition jusqu'à 2040. 54% de changement jusqu'en 2030. Comment les véhicules électriques peuvent bénéficier davantage d'énergie renouvelable? Donc, je vais me pencher sur ce qu'on peut faire pour remplacer l'énergie fossile par l'énergie de sources renouvelables. C'est une situation win-win qui est aussi judicieuse au niveau économique.
Alors, en ce qui concerne la consommation d'énergie totale, 44% vont dans le secteur de transport. Et là, donc, en ce qui concerne les émissions à effet de serre et la transition vers les énergies renouvelables, donc notre objectif est bien entendu de réduire les émissions à effet de serre. Et en 2021, le pourcentage d'énergie renouvelable en 2021 était de 20%, 17% et 30% sur les deux îles, avec le plus de véhicules électriques. Aussi, on va s'efforcer à obtenir 54% en 2030 et 100% en 2040 d'énergie renouvelable. Et il y a une volonté politique très prononcée à y arriver aussi rapidement possible. En ce qui concerne la mobilité électrique, notre ébauche est la suivante: une vision stratégique pour l'adoption de mobilité électrique dans le pays et la mise en œuvre d'une infrastructure pour chargeurs, stations de chargement accessibles au public. Les objectifs clés: l'administration publique va donc faire tout le possible afin d'arriver à 100% de véhicules électriques jusqu'en 2030. Donc, pour l'administration publique et l'infrastructure de chargement pour véhicules électriques aussi autant que possible jusqu'en 2030. Notre plan d'action pour la mise en œuvre de notre politique de mobilité électrique, nos objectifs sont les suivants. Alors, davantage d'acquisition de véhicules électriques pour les privés, les taxis, les minibus. Et en 2025, on veut obtenir au moins 35% de voitures de tourisme, véhicules individuels. Alors, la situation de démarrage, nous avons 81 000 véhicules en 2020. Nous avons une croissance annuelle d'approximativement 5,4%. Seulement 2 villes avec un transport public formel, donc des lignes de bus, de 8 à 12 000 bus. Et on a commencé à promouvoir activement en 2018 à 2019 à promouvoir la mobilité électrique. Donc, les véhicules électriques d'un âge maximum de 4 ans à exempter des taxes d'importation et de taxes de consommation depuis janvier 2019. Afin d'encourager l'utilisation de véhicules électriques. Donc, notre projet a été développé avec le soutien de la GIZ, entre autres. Prochain chart, s'il vous plaît. La période de mise en œuvre, phase 1, juin 2020 à novembre 2021.
Maintenant, on se trouve dans la phase de mise en œuvre. On est en train de mettre en œuvre avec un budget de 7,2 millions d'euros. Les composants du projet consistent de 8 points. Donc, on soutient l'acquisition de 600 véhicules électriques et 100 stations de chargement. Aussi, deuxièmement, l'établissement de réseaux de minimum 40 stations de chargement public. On développe, troisièmement, un cadre légal et réglementaire pour les véhicules électroniques et les stations de chargement, aussi des pilotes, quatrièmement, de bus électriques pour 4 villes et 3 écoles. Cinquièmement, un renforcement de capacité pour les professionnels du secteur au Cap-Vert, y compris l'échange de savoir-faire international. Sixièmement, le monitorage et reporting sur les émissions à effet de serre relatifs au transport. Septièmement, la sensibilisation avec des campagnes. Et huitièmement, l'intégration au réseau. Prochaine charte. S'il vous plaît, vous n'avez plus beaucoup de temps, il faut passer aux conclusions. Voici donc le flux des fonds concernant la mobilité électrique dans notre pays et de ses composants. Donc, et son organisation en ce qui concerne la mise en œuvre. Donc, les différents objectifs avec le soutien du GIZ, entre autres. Et on va démarrer au mois de juin. On va passer à un appel d'offres pour les stations de chargement. Et on a désigné les bus électroniques dans le prochain semestre. Voilà donc nos projets à court et à long terme. Donc, il reste un certain nombre de questions. Toutefois, tout n'est pas résolu. Comment réglementer les postes de chargement publics pour véhicules électriques et comment cela est réglementé et réglé dans vos pays? Quelles sont les solutions adéquates pour la gestion des batteries dans un pays, une région sans station de recyclage? Et aussi, quel type de synergies peuvent être créées pour l'électrification du transport? Merci, Rito Evora. Nous espérons d'avoir un peu de temps après la prochaine présentation. Esther Ganzanza du Kenya, vous êtes celui qui va parler de votre pays. Vous avez la parole. Esther, est-ce que vous pouvez allumer le vidéo? On aimerait tellement voir votre visage. Je pense que nous n'avons pas de connexion avec Esther. Ah, Esther, vous êtes là. Très bien. Allez-y.
On a du mal à entendre Esther. Le micro n'a pas l'air de fonctionner chez elle. Esther, on va revenir vers vous dans 2 ou 3 minutes. On va essayer de vous joindre car actuellement, on ne peut ni vous voir ni vous entendre. En attendant, on va ne pas gaspiller du temps. Si vous n'avez pas encore posé vos questions au chat, faites-le maintenant. Et j'aimerais aussi revenir à Rita. Rita, je suis désolée si vous voulez. C'est très impressionnant de voir à quel point un petit pays comme Cap-Vert, qui a contribué si peu aux émissions à effet de gaz de serre, a fait maintenant tant d'efforts pour réduire justement ces gaz à effet de serre. Quels sont vos mobiles? Eh bien, comme je l'ai mis en relief, pour nous, c'est une situation gagnant-gagnant pour vous, mais aussi pour nous et aussi au niveau économique. Notre résilience va être augmentée et on va arriver à des sources d'énergie qui abondent dans notre pays et qui sont pérennes. En même temps, on contribue à réduire, les émissions des gaz à effet de serre. Donc, c'est vrai qu'on est un petit pays, mais c'est important pour nous de faire une contribution. Et c'est un bon exemple pour d'autres pays, car le changement climatique est un problème mondial. Même si nous émettons pas beaucoup de gaz à effet de serre, on souffre déjà de l'impact. Rito, quelles sont vos recommandations pour d'autres pays qui vont transitionner? Quelles sont vos idées, vos propositions pour démarrer? Comment on fait pour démarrer? Eh bien, on a beaucoup d'aide et de soutien d'une manière très exhaustive. Je pense que c'est un bon point de départ de développer un programme et aussi comment en bénéficier pour économiser de l'énergie. Pour la mise en œuvre de ce projet, je pense qu'il faut une stratégie claire et mobiliser les fonds nécessaires comme nous l'avons fait avec l'aide de la GIZ. Donc, on a eu, grâce à la GIZ et d'autres, accès à un certain nombre de fonds de protection du climat et nous sommes très optimistes. Aussi, il y a beaucoup d'espoir dans le pays sur le départ au mois de juin concernant la phase d'implémentation. Aussi, en ce qui concerne ces véhicules électriques dans le pays. Rito, j'ai une autre question, car j'ai l'impression que le chat est très actif. Malheureusement, nous ne pourrons pas nous connecter à Esther du Kenya, donc nous avons plus de temps. C'est très dommage, mais nous avons plus de temps pour discuter ici ensemble. Alors, est-ce qu'il y a aussi d'investissement en ce qui concerne le transport dans votre pays respectif?
Eh bien, on se concentre sur le transport, sur les véhicules électriques. On commence maintenant à créer une stratégie holistique basée sur les communes ascendantes. Et petit à petit, on va intégrer tous les aspects de la mobilité électrique, la planification urbaine, la commission interinstitutionnelle qui comprend le ministère du Transport, de l'Environnement, les institutions locales urbaines, pour accélérer la transition vers la mobilité électrique au Cap-Vert. Merci, Reto. C'était formidable que vous avez pu partager les informations sur la stratégie nationale de votre pays. Passons à présent à Fatia Léger et aussi le représentant du Cameroun. Amadou, est-ce que vous pouvez m'entendre? Donc, il y a une question dans le chat. C'est une question brûlante. Les montées dans les prix du carburant, est-ce que cela va influer sur vos activités au niveau du véhicule électrique? Fatia. On a un problème. Amadou, du Cameroun. Am I online? Est-ce que je suis en ligne? On m'entend? Oui, on vous entend. OK. Je disais que... Très bien. OK. Dans notre pays, en fait, le gouvernement subventionne lourdement les carburants. Et il fait tout pour maintenir les prix à la pompe inchangés jusqu'à présent. Mais l'une des raisons pour lesquelles on a pensé à ce qu'il fallait un nouveau paradigme en matière de transport urbain, c'est justement parce qu'on constatait que le prix de carburant, de l'énergie en général, était très important dans la soutenabilité du système de transport. D'où l'idée de se tourner vers des transports capacitaires, notamment le Bus Rapid Transit, qui est plus facile à mettre en place que les autres et qui va nous permettre de voir une réduction de coûts, en fait, des économies d'échelle, parce que là, c'est des transports de masse au lieu d'avoir une multitude de véhicules qui consomment beaucoup, qui polluent beaucoup. L'option, c'est donc de donner un transport de masse crédible et attractif aux populations pour permettre aux gens de garer leurs véhicules pour se tourner vers le transport de masse par bus. Donc, il y a aussi des réflexions qui sont en cours, notamment pour le gaz, parce que nous avons du gaz en abondance et qui est assez disponible, mais pour les véhicules électriques, déjà, le système d'approvisionnement en électricité dans notre pays est en plein chantier. Et d'ici, je crois, dans un délai de 5 ans, tous les barrages qui sont en construction seront fonctionnels et on pourra penser à promouvoir l'usage du véhicule électrique et même des systèmes de transport de masse électrique comme le tramway, dont des études sont déjà en cours. J'espère avoir répondu à la question, sinon on peut me relancer. Merci. Vous l'avez fait, vous avez répondu effectivement. Et il ne faut pas oublier que le problème de la montée de prix du carburant pèse lourd sur les budgets des gouvernements.
donc davantage d'indépendance énergétique nous aiderait beaucoup à Fatiha et retourner. Alors, les prix du carburant, dans quelle mesure est-ce que cela pèse sur votre mobilité électrique? Bien évidemment, donc je m'excuse pour ce problème technique de connexion. Donc pour la flambée des prix de gasoil, donc elle affecte certainement donc les entreprises de transport et les citoyens. Donc, la Tunisie opte pour une stratégie d'aller vers une mobilité électrique et une mobilité douce. Cela nécessite bien sûr donc des réformes institutionnelles, il y a des réformes donc fiscales. Le ministère des Finances il est en plein chantier là-dessus avec l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie. Donc, la vision et la stratégie de la Tunisie, c'est d'aller vers les modes de transport alternatif, notamment électrique. Et ce n'est pas seulement parce que pour la flambée des prix de gasoil, mais aussi pour des aspects écologiques et de changement climatique, pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, pour rehausser et garantir une meilleure qualité de l'air, une meilleure qualité de vie. Donc, c'est notre démarche, c'est vraiment d'encourager d'aller vers les modes de transport électrique, que ce soit pour les particuliers via l'acquisition des voitures électriques, que ce soit pour les entreprises de transport, pour voir donc les possibilités d'acquisition et de changer progressivement donc notre flotte vers des bus électriques et des bus moins consommateurs et moins émetteurs des gaz à effet de serre. Merci. Je vais rester avec vous un petit peu encore. Donc, ce sont des approches très exhaustives, très bien préparées, une analyse très claire à travers différentes phases et étapes. Il serait très important d'échanger avec des pays qui ne sont pas encore aussi avancés, qui pourraient apprendre beaucoup de vous. Donc, l'implication des parties prenantes. Quels seront vos conseils à ce niveau-là? Oui, donc la première clé de réussite, donc de commencer à mettre en œuvre une politique, tracer un programme, une stratégie de mobilité urbaine commence notamment par l'implication de tous les intervenants et à l'échelle locale et à l'échelle centrale. Donc, si on est habitué à faire des études et des plans et des programmes tout en gardant donc quelques comités de pilotage pour faire le suivi de ces études, mais le processus qu'on a entamé pour la PNMI, il est différent. On a donc impliqué, donc on a mis autour de la même table tous les intervenants de loin ou de près, même la société civile et les élus dans le temps, les entreprises de transport public et privé. Donc, vraiment, tous les intervenants ont trouvé leur part pour donc, le processus et le process de l'élaboration en premier lieu et maintenant dans la mise en œuvre. Donc, cette appropriation, chacun, il se sent que cette politique, c'est sa politique qui émane de son département, de sa spécificité technique. Mais enfin, c'est un modèle de co-construction. Chacun trouve son compte, chacun trouve ses objectifs et c'est ce qui rend cette politique donc largement appropriée et avec une grande concertation. Voilà, donc pour réussir, il faut avoir cette appropriation large. Et puis, il y a un autre facteur, c'est le portage politique fort. Il faut avoir vraiment un portage fort pour réussir donc à implémenter et à valider cette politique donc de mobilité urbaine. Et lorsque j'ai dit portage politique fort, c'est le gouvernement, bien sûr, mais aussi les hauts niveaux, les hauts responsables de chaque structure, de chaque ministère, de chaque commune, de chaque
municipalités. Donc, il faut vraiment impliquer les différents donc, hauts responsables et pour donner donc, un portage fort pour cette politique. C'est ce qui donc, rend possible sa mise en œuvre et avancer dans les différentes actions, surtout qu'il s'agit des réformes structurelles que, comme j'ai dit, donc c'est vraiment une refonte, un nouveau système, un nouveau modèle de gestion, de gouvernance, de financement. Donc, si on n'a pas cette appropriation et ce portage, on ne pourrait pas atteindre les objectifs malgré la qualité de travail qui pourrait être faite. Justement. Merci beaucoup, Fatia. Nous comprenons que c'est un processus très lourd qui requiert beaucoup d'efforts, beaucoup de coordination avec le concours d'un très grand nombre de parties prenantes qui s'engagent. Évidemment, il y aurait encore beaucoup de choses supplémentaires à dire. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous occuper de toutes les questions, répondre à toutes les questions qui ont été posées dans la salle de chat. Cependant, on remercie tout le monde. Merci à Fatia, merci à tous les autres qui y ont participé. Merci de nous avoir fait part de vos expériences dans le secteur du transport, du point de vue du niveau gouvernemental. Et nous sommes déjà très heureux à